Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach, entrepreneur, maman, femme et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et Wake Up. Je crois profondément que nous pouvons, nous les femmes, nous construire une vie radicalement libre et choisie, bien loin des diktats, des idées reçues et des conditionnements. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite te permettre de rayonner dans ta carrière ou ton business, de rayonner dans ta famille, de rayonner dans ta sexualité et finalement de rayonner dans toute ta vie. Si tu as des questions, des envies ou des recommandations, rejoins-moi sur mon compte Instagram Christine Levicki pour échanger. Dans quelques instants, tu vas pouvoir accéder à cette conversation passionnante que j'ai pu avoir avec mon invité. Mais avant de commencer, je voudrais t'annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de mon programme La Voix d'Athéna. La Voix d'Athéna, c'est un accompagnement en 12 modules pour te retrouver et te remettre au centre de ta vie. Pour faire la paix avec ton corps et découvrir pourquoi il est urgent que tu apprennes à honorer tes envies. Pour faire la paix avec ton sexe et découvrir les trésors de la sexualité. Et surtout, et enfin, pour activer tes super pouvoirs féminins et commencer à vivre ta légende personnelle sans retenue ni délai. La Voix d'Athéna, c'est le programme pour les femmes qui veulent arrêter de se sacrifier et reconnecter avec ce qui les fait vibrer. Je propose ce programme une fois par an. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à aller visiter mon site christinelevicki.com et à réserver ta place. On commence très bientôt. Aujourd'hui, je reçois au micro la fabuleuse Hélène Bonhomme pour parler de la vraie vie des mamans. Conférencière, écrivaine, chroniqueuse et entrepreneuse, Hélène est maman de 4 enfants. Depuis 2014, elle multiplie les initiatives dédiées à la santé émotionnelle des mères. Fondatrice du site fabuleuseaufoyer.com, sur lequel elle partage sa vie ordinaire de maman avec authenticité, Hélène envoie aussi un mail quotidien tous les matins qui fait rire et pleurer plus de 150 000 abonnés au saut du lit. Hélène a écrit 2 livres. C'est décidé, je suis fabuleuse, paru en 2006, et Que ta journée soit belle, paru en 2022. Elle a aussi créé des spectacles ayant rassemblé plus de 2000 femmes, ainsi que des formations en ligne, dont Le Village, pour accompagner et soutenir les mamans. Alors bonjour Hélène et bienvenue dans ce Bonjour podcast. Christine. Merci beaucoup Christine. C'est une joie pour moi d'être à ton micro et j'ai eu la chance de t'interviewer il y a quelques années, justement au tout début du site des Fabuleuses. J'en garde encore un très très bon souvenir. En effet, tu étais venue chez moi, dans mon bureau à Los Angeles, et c'était une super rencontre de pouvoir vivre ce temps ensemble. Je crois il y a quelque chose qui nous lie toutes les deux. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais on se comprend, on est dans la même énergie. Je pense qu'on a une énergie, une âme peut-être qui se reconnaît l'une dans l'autre. Peut-être, et j'avais beaucoup apprécié aussi ces échanges. Et puis voilà, peut-être qu'il y a aussi un petit peu de l'amour des États-Unis là-dedans. Je trouve que tu vis dans un beau pays et puis voilà, qui a certainement plein de défauts, mais plein de qualités aussi et beaucoup d'âme, je trouve. Mmh. J'ai souvent faut faire la distinction aussi entre les États-Unis et la Californie. Je pense en plus que je vis Oui, dans une des c'est régions vrai, c'est des vrai, États-Unis qui est extrêmement ouverte d'esprit et qui est en tout c'est cas vrai. très très riche pour moi dans le développement personnel. Je dis souvent, mon mari est dans la technologie, moi je suis dans le développement personnel et en fait le berceau de toutes les innovations dans ces domaines-là sont souvent en Californie. Donc c'est sûrement pour ça, entre autres, avec le soleil aussi. C'est sûrement pour ça qu'on vit là-bas depuis plus de 20 ans. Alors, donc dis-moi Hélène, d'où te vient cette passion pour la santé émotionnelle des mamans? C'est une passion qui vient de mon histoire personnelle, tout simplement. Hem, les Américains aiment bien dire «Your mess is your message» et c'est clairement ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire que beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné dans ma vie de maman sont devenues un message en fait de compassion que j'ai envie de transmettre à un maximum de mamans épuisées et de mamans qui se noient émotionnellement dans leur vie de famille. Donc moi, je suis devenue maman à 26 ans. J'ai eu 2 bébés en même temps, des jumeaux. Et
voilà, ce sont des enfants qui étaient désirés. Euh, et en même temps, voilà, je suis tombée de très, très haut. Cette maternité est venue brasser beaucoup de choses chez moi. Elle est venue m'emmener dans mes retranchements. Avant, j'arrivais en tout cas en surface et en société à me montrer parfaite. Là, c'était plus possible. Avant, je parvenais à peu près à tout contrôler. Là, c'était plus possible. Et voilà, donc j'ai traversé une période assez sombre dans ma relation avec moi-même, avec mon conjoint et aussi avec mes enfants. Plus tard, j'ai pu mettre les mots de burn-out maternel. Mais quand j'étais en train de me noyer, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je savais juste que je pleurais toute la journée, que ensuite je criais sur mes enfants, des choses que je regrette absolument, qui étaient verbalement quand même très violentes. Puis ensuite, je pleurais d'avoir crié sur eux. Donc voilà, ma vie n'était que culpabilité d'être la pire mère du monde, d'être une mauvaise mère. Aujourd'hui, je mettrais des gros guillemets, mais voilà, c'était mon dialogue intérieur. Et voilà, donc cette passion, elle me vient d'une compassion pour toutes ces jeunes femmes qui arrivent dans l'univers de la maternité avec pour seule arme pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a dit que c'était que du bonheur, alors que pas du tout. Et de ces femmes voilà, qui se retrouvent à poil, en fait, face à l'un des rôles certainement les plus difficiles de notre vie, qui vient nous chercher dans notre corps, qui vient nous chercher dans notre identité, qui vient nous chercher dans nos émotions, et qui, voilà, qui peut faire sombrer quand même les femmes. Chez les Fabuleuses, aujourd'hui, malheureusement, on a énormément de témoignages graves, en fait, de mamans qui ne savent plus gérer leur stabilité émotionnelle, qui sont obligées de prendre des médicaments, qui parfois vont jusqu'à la tentative de suicide, voire même qui commettent l'irréparable. C'est malheureusement une réalité. Et en même temps, cette maternité, parce qu'elle vient nous chercher dans nos retranchements, eh bien, on peut lui laisser l'occasion de nous faire grandir. Et voilà, ça, c'est la raison pour laquelle je me lève le matin. C'est de permettre aux mamans, non pas de devenir des mères parfaites, parce que ça n'existe pas, mais de regarder en face ce tsunami et de dire, OK, de toute façon, la vague m'arrive dessus. Ça ne sert à rien voilà, de l'attendre de face parce que de toute façon, elle va me renverser. Par contre, ce que je peux faire, c'est au bon moment de plonger dedans et de sorte à pouvoir, si possible, surfer dessus pour apprendre et pour grandir, pour décider qui j'ai envie d'être et ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie. Mmh. Mmh. C'est vrai que le rôle de maman est aussi un rôle qui est tellement idéalisé. Il y a un tel idéal et il y a un tel, bagage en fait, quand on Mm. devient maman de comment ça devrait être, comment nos enfants devraient se comporter, comment ils devraient s'habiller, comment ils devraient la politesse, les manières, l'école, les notes, la maison, et puis voilà, et nous on est censés, faire des cookies avec un grand sourire. Évidemment, je fais les clichés, mais et en fait, la réalité, c'est que, notre vie ressemble à un champ de bataille. Ouais, Et, ouais, donc, non seulement on doit gérer le champ de bataille, ça c'est une chose, mais en plus on doit gérer toutes ces croyances de je ne suis pas à la hauteur de ce que complètement. je devrais être. Ouais, ouais. Et Et je me souviens bien, j'ai eu la chance tout au début du blog des Fabuleuses, de pouvoir papoter avec toi et notamment te faire parler autour de ton livre, J'arrête de râler. Et je me souviens très, très bien de ce passage où tu dis, ben voilà, moi, j'avais passé ma journée avec mes 3 enfants, j'en pouvais plus. Et puis, je me suis jetée sur mon lit et je me suis dit, voilà, pardonne-moi si je n'utilise pas les bons mots, mais tu disais, bah, c'était vraiment une journée pourrie. Et là, voilà, tu te dis à toi-même, oui, mais des journées pourries comme ça, tu en as encore pour 20 ans, ma cocotte. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire? Voilà, et voilà. ça a été un des gros moments de mon parcours aussi, hein, moi, de lire ça et de découvrir que
finalement, j'étais responsable aussi de ce que j'avais envie de faire, en fait, de mes émotions à ce moment-là. Non, c'était pas facile, mais qu'est-ce que j'avais envie d'en faire et comment je pouvais grandir. Voilà. Ouais, j'avais cette réalisation que j'avais passé une journée pourrie, mais qu'en fait, cette journée pourrie, c'était une journée normale de ma vie et que dans cette Ouais, journée pourrie, il y avait aussi plein de trucs bien qui s'étaient passés d'ailleurs, mais que j'avais pas, ouais, ouais, mais tous les trucs difficiles avaient pris le dessus. ouais. Et donc, cette décision de se dire: «Il faut que ça change» et Mmh. qui doit changer en premier, c'est quelque chose à l'intérieur de moi. Ouais. Et si cette chose à l'intérieur de moi change, je vais peut-être réussir à faire changer des choses à l'extérieur de moi. Je vais peut-être Mmh. réussir à faire bouger les lignes, concrètement, dans ma réalité, dans mon quotidien. Tu disais tout à l'heure, enfin tu m'as partagé, tout à l'heure que tu avais l'impression quand tu es devenue maman que tu avais remis ton bonheur entre les mains de tes enfants et entre les mains Oui. de ton mari. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais. Mmh. Pour moi, la vie était, une succession de cases à cocher sur le long chemin du bonheur et puis, voilà, j'avais bien réussi à l'école, j'avais fait les études que j'avais envie de faire, j'avais plus ou moins le job de mes rêves, j'avais trouvé l'homme, à mes yeux idéal, et puis, il restait, la case des enfants à cocher. En plus, j'en avais 2 en même temps, ils étaient trop mignons, vu de l'extérieur, des jumeaux, c'est toujours très, très fascinant. Pas tout à fait pareil quand on se retrouve avec un nourrisson dans chaque bras, mais en tout cas, clairement, mes enfants et certainement beaucoup plus mon mari étaient devenus mon fournisseur officiel de bonheur. Alors c'est beaucoup plus facile de dire avec du recul, avec des années de thérapie, mais mon mari, c'est le sauveur par excellence. C'est-à-dire que lui, c'est le bout en train, c'est celui qui est toujours de bonne humeur et il m'a beaucoup, sauvée de ma noirceur en essayant de détourner mon attention. Et je le remercie pour ça d'ailleurs, hein. Il m'a beaucoup écoutée quand ça allait pas, il m'a beaucoup, soutenue, il a beaucoup été en fait la déchetterie, du camion benne, à émotions que j'ai été, tu sais, qui arrive en marche arrière, et qui déverse toutes ces toutes ces émotions quand même, très, très noires et à un moment donné, lui, de son côté, il a appris, quand même à poser des limites et à un moment donné, il m'a dit: «Hélène, je n'en peux plus, je suis fatigué». Je lui dis: «Ah bon? Alors toi aussi tu fais un congé un pardon, pas un congé, tu fais un burn-out parental toi aussi?» Il me dit: «Ah non, non, moi c'est pas les enfants qui me fatiguent, hein, c'est toi». Et moi ça me fait rire aujourd'hui, mais et vraiment, je pense que voilà, je l'ai fatigué parce que, quand ça n'allait pas, il fallait absolument que, il était devenu plus que mon psy, en fait. Il était devenu, i j'allais dire, il avait pris trop de place dans ma vie, mais c'est parce que c'était une place qui était malsaine, en fait, où je savais pas, en fait, je savais pas m'aimer et donc j'avais tout le temps besoin d'être rassurée, que quelqu'un m'aimait et donc il fallait que ce soit lui et en fait, voilà, ce jour-là, il m'a dit: «Je n'en peux plus, je suis fatigué, je ne peux pas t'aimer plus que ce que je fais déjà, tu es un panier percé». Voilà et c'était ce que j'avais besoin d'entendre. Hem, J'avais besoin qu'il me remplisse d'amour et puis moi, je perdais tout cet amour au fond de moi puisque je m'aimais pas moi-même, donc je n'arrivais à recevoir aucun mot d'amour, aucun geste d'amour, aucun parce que j'étais persuadée de pas les mériter. Donc on a Mmh. perdu pas mal d'années quand même dans notre couple, à cause de ça. Et puis j'ai appris à m'aimer et du coup maintenant j'arrive un petit peu mieux à recevoir son amour et Mmh. c'est très, très bon pour notre désir mutuel. Elle est puissante cette image, du panier percé, elle est Mmh. puissante. Donc toi, tu as beaucoup étudié, parlé toi-même, témoigné et écouté, des mamans, qui sont dans Mmh une mh. situation de burn-out ou d'épuisement maternel. Qu'est-ce que tu as appris ou découvert sur ce sujet que tu voudrais partager avec les auditrices de ce podcast? Mmh. Ce que je trouve très, très, étonnant, c'est le nombre de mamans d'horizons différents qui se retrouvent dans la même situation et à quel point il me semble que c'est un véritable phénomène de génération.
Moi, quand j'ai commencé en 2014, le mot burn-out maternel était très, très peu utilisé. Heureusement, il l'est quand même de plus en plus. Voilà, ce que j'ai découvert, c'est que on est quand même une génération qui ne se reconnaît pas dans le modèle de nos grands-mères. Hein, ma grand-mère qui a eu 2 fois des jumeaux dans la même année, bah, c'était bobonne à la maison et quelque part, elle ne se posait pas la question de son épanouissement. Et notre génération, elle ne veut pas de ce modèle-là. Et puis de l'autre côté, on a le modèle plutôt de nos mamans. C'était les années 70, c'était la révolution sexuelle et c'était ton épanouissement, il est le plus loin possible du foyer, il est le plus loin possible de ton conjoint, il est le plus loin possible de tes enfants. Et ce modèle-là, ma génération, elle n'en veut plus non plus parce que nous, si on a des enfants, c'est pour être avec eux, c'est pour les élever. L'enfant, entre-temps, est devenu un désir, est devenu un projet, est devenu une prolongation de soi, c'est devenu quelque chose à réussir. Hein. Il y avait cette marque de puériculture à l'époque, il y avait ce slogan « Réussir son bébé ». Ça veut dire quoi, en fait? Comment ça se mesure? Est-ce que ça veut dire qu'il doit faire telles études? Ça veut dire qu'il doit réussir à gagner tant d'argent? Ça veut dire qu'il doit bien dormir à 3 mois? Ça veut dire qu'il doit jamais remonter le toboggan à l'envers au parc? Ça veut dire quoi? Comment ça se mesure? Ça met une pression énorme sur les parents et notamment sur les mères, certainement parce qu'elles se la mettent aussi beaucoup à elles-mêmes ou qu'elles acceptent beaucoup plus les pressions extérieures en les intériorisant beaucoup plus. Donc voilà, cette génération, en fait, qui est la mienne, ne veut pas être la bobonne à la maison, donc veut briller au travail, avoir un job qui a du sens et qui paye bien si possible. Et en même temps, à 11h30, être à la sortie de l'école et puis voilà, avoir posé sur la table la bouffe maison, bio, vegan, sans lactose, sans gluten et tout ça. Et en plus de ça, on a lu tous les bouquins sur l'éducation bienveillante et la parentalité positive. Donc, on sait toutes les erreurs à ne surtout pas faire parce que sinon, nos enfants, on va devoir les envoyer dans un cabinet de psy dès l'âge de 12 ans, tellement on aura détruit qui ils sont, dès qu'on se sera énervé une seule fois, quoi. Donc, c'est un terrain miné quand même. On veut les deux. On veut le travail, on veut le foyer. Et non seulement on veut les deux, mais surtout on veut les deux à la perfection. Et donc, cette recherche de perfection, qui en fait est une recherche d'amour. On croit toujours que le perfectionnisme, c'est une recherche d'excellence. Oui, mais je veux bien faire au travail. Oui, mais je veux bien faire pour mes enfants. Mais ce n'est pas une recherche d'excellence. C'est la peur de ce que les gens vont penser s'ils savent quelle mère je suis réellement. Soit dit en passant, c'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup de mal à aller au supermarché avec mes enfants. C'est moins parce que moi, je passe un sale quart d'heure parce que c'est un Bronx absolu, que parce que les gens voient des enfants en train de vider le rayon saucisse et l'autre qui se roule par terre pour avoir sa glace et l'autre qui je ne sais même pas où elle est. Et c'est les regards jugeants, en fait, qui sont terribles quand on n'est pas assuré, enfin, quand on est un panier percé. Donc, je constate une grande recherche d'amour aujourd'hui dans cette génération de femmes. Et voilà, recherche d'amour via ce que je suis capable de prouver au travail et via ce que je suis capable de prouver au foyer. Et donc, moi, ce que j'essaye de dire, c'est et si tu n'avais rien à prouver, et si finalement tu étais la première personne à convaincre que tu es fabuleuse, que c'est ton identité, en fait, que ce n'est pas quelque chose qui se gagne, c'est qui tu es. Et parce que tu crois que tu es fabuleuse, alors tu vas pouvoir te comporter comme telle. Mais pas, c'est pas l'inverse. C'est pas en faisant des efforts que tu vas devenir cette fabuleuse. Tu l'es déjà et c'est à toi de croire que tu l'es. Et cette fabuleuse n'a absolument pas besoin d'être parfaite et d'être en contrôle de tout et de présenter d'une certaine manière. C'est à l'intérieur de nous, c'est notre essence ultime. Ouais. Non, parce que la perfection, en fait, enfin, je veux dire, combiner maternité et perfection, c'est devenir une dictatrice dans son foyer. Et par définition, la maternité, c'est gérer de l'humain. L'humain, ça ne se contrôle pas. Par définition, un être humain est libre. Et donc, on a besoin de lâcher cette recherche de perfection qui, encore une fois, est très, très intériorisée chez beaucoup de mamans.
Et alors, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus, sur l'amour de soi, pour Mmh. arrêter d'être un seau percé? Qu'est-ce qui peut. Moi, j'avais remarqué que dans ma vie, souvent, avec mes enfants, j'avais envie, ou avec mon mari, ou la maison, j'avais envie de tout contrôler. Mmh. J'avais envie que tout soit. Il y avait vraiment un besoin de contrôler. Et souvent, je me surprends encore à contrôler. Et je remarque que souvent, j'ai envie de contrôler quand, en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu le contrôle sur ma vie. Mmh. Et que C'est donc, très finalement, juste. si je reprends le contrôle sur ma vie et que du coup, je vais à mon cours de danse, ou que je Mmh. vais au bout de mon projet, ou que je développe des stratégies pour me concentrer un peu mieux, pour avancer sur un livre ou quelque chose comme ça, quelque chose qui a du sens pour moi, qui me rend heureuse, bah, du coup, je ressens beaucoup moins le besoin de contrôler la maison Mmh. et les enfants. Ouais, je trouve ça très juste et quelque part, aimer est un verbe d'action, donc s'aimer soi-même, c'est se poser la question: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi aujourd'hui?» Et c'est tellement basique et en même temps, il y a tellement, tellement, tellement de mamans qui oublient ça et c'est tellement dommage et hem et voilà, ben, pour toi, ça va être la danse, pour, quelqu'un d'autre, ça va être, de s'accorder 3 minutes pour écrire dans son journal, pour une autre maman, ça va être, juste de se faire un café et de ne pas attendre qu'il refroidisse et juste, s'autoriser à le boire sans rien faire d'autre. Hem, En fait, je suis toujours, comment dire? Tu vois? Moi, je propose dans le village, voilà, toute une formation pour, pour retrouver cette bienveillance envers soi, cet amour pour soi. Il y a beaucoup de théories, je présente, voilà, beaucoup de techniques, beaucoup de choses pour aller plus loin, mais plus j'avance et plus je me dis: «C'est simple, en fait». C'est pas facile, hein, mais c'est simple. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des tout petits gestes du quotidien et c'est, oser se donner la priorité à soi et donc à la fois, ça commence dans la tête, et dans le cœur parce qu'en fait, dans ma tête, j'ai besoin que cette autoroute que je suis fabuleuse s'élargisse. J'ai besoin que dans mon cœur, il y ait tout doucement quelque chose de plus doux, une relation plus douce avec moi-même et en même temps, ça peut pas rester que dans la tête et dans le cœur et ça doit passer par l'action. D'où aussi dans le village, bah, voilà, pas juste la théorie, mais aussi la pratique et hem et des mini défis qui ont l'air de rien du tout et en fait, mis bout à bout, juste s'autoriser à marcher dehors autour du pâté de maison pendant 4 minutes. Pour certaines mamans en burn-out, c'est voilà, c'est un cadeau qu'elle ne s'autoriserait même pas à se faire, en fait et Mmh. mis bout à bout, ces mini gestes d'amour, en fait, c'est des gestes qu'on fait pour nos enfants. Je veux dire, on les aide à s'habiller, on les aide à se brosser les cheveux, on les aide à préparer leur sac, on les aide à et pourquoi on n'arrive plus à faire ces gestes, en fait, pour nous-mêmes? Et ce que je trouve beau avec ces gestes-là, c'est que c'est des gestes maternels envers soi. C'est qu'on apprend à devenir une mère pour soi. Hem Ça, c'est voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu besoin d'apprendre à faire, parce que quand mes enfants sont arrivés et c'est le cas pour beaucoup de mamans, hein, et de papas aussi d'ailleurs, quand nos enfants arrivent, on revit beaucoup, notre enfance. C'est un grand classique, hein, de la psychologie. C'est tellement vrai et beaucoup de nos carences affectives remontent à la surface et on aimerait rattraper le temps perdu, mais on n'a plus la même relation avec notre papa et notre maman, même s'ils sont toujours là. On est devenu un adulte entre-temps et on peut aller demander de l'affection, mais on a besoin de se construire avec autre chose, en fait, avec d'autres matériaux et voilà, devenir une mère pour soi, je trouve que c'est une belle définition de s'aimer quand on est maman. Mmh. Moi, je transmets souvent sur ce podcast Shine, et aussi notamment dans mon programme La Voix d'Athéna que j'ai créé pour accompagner les femmes à reconnecter avec leurs désirs, avec leurs envies, à faire la paix avec leur corps et leur sexualité notamment. Je les invite à faire de la place pour la femme. Je me dis, Mmh. souvent on vit nos vies en étant la mère, Mmh. l'épouse ou la professionnelle, quel que soit le job qu'on a. Et donc, on passe nos journées à répondre aux sollicitations du boulot, des enfants, Mmh. et puis à prendre soin de notre relation de couple. Et en fait, il n'y a pas de place pour la femme.
Mmh. Et dans mon programme La Voix d'Athéna, j'invite les participantes à créer un hôtel du féminin. Je leur dis, prenez une étagère, une table basse, ce que vous voulez, un coin de votre maison, et vous allez y mettre vos objets, des choses qui vous ressourcent. Ça peut être un carnet, ça peut être un livre, une bougie, une sculpture, quelque chose qui est beau, et ça va être un hôtel qui est dédié à vous, et à Mmh. vous, la femme. Et c'est impressionnant la réponse et la réflexion que ça évoque chez ces femmes qui se disent, mais en fait, j'ai pas de place pour moi déjà dans la maison. Ouais. Je sais même pas où je pourrais le mettre, et j'ai pas un endroit qui pourrait. Enfin, j'ai laissé ma vie se construire d'une certaine manière, et la dynamique familiale fait qu'il n'y a pas de place pour moi. Il n'y a Mmh. pas de place pour moi pour une étagère, il n'y a pas de place pour moi pour aller à mon cours de danse, il n'y a pas de place pour moi pour d'autres choses, mais je suis dans mon rôle de mère, d'épouse ou professionnelle, il y a la place pour tout ça, mais il n'y a pas de place pour moi. Donc là, et d'avoir un espace physique dans la Mmh. pièce, dans la maison, qu'on va dédier en fait au féminin, c'est formidable parce que ça nous rappelle à chaque fois qu'on le voit, on se dit, ah, on pourrait se dire, ah, mais je suis fabuleuse. Ouais, Ah, ouais. mais il y a une place pour moi. Et ça, c'est, voilà, moi, je trouve que c'est très, très puissant d'avoir cet hôtel chez soi, d'avoir un Mmh. espace sur lequel on met un coffret de cartes, une sculpture, une bougie, Mmh. un livre inspirant. Et ça nous rappelle qu'on existe en tant que Ouais. femme et qu'on Ouais, n'est ouais. pas que la mère, l'épouse et la professionnelle. Mmh. On est aussi un être qui mérite toute notre attention, qui mérite toute Mmh. notre attention. Ouais. Ouais, ouais, dans le village, on l'appelle le coin sacré et c'est ce qui est beau, c'est qu'en fait, tu peux vivre dans une maison qui est, voilà, qui ressemble absolument à rien, parce qu'il y a des jouets qui traînent partout, parce que tu trébuches sur des tas d'abyssales, parce que personne n'a rangé ses affaires, mais tu peux avoir ton pan de mur, tu peux avoir ton étagère, ou tu peux avoir un bureau, une chaise, ou voilà, juste 1 mètre carré qui sont une chasse gardée. Et je trouve ça très beau de l'appeler un hôtel aussi, parce que c'est un endroit où voilà, un endroit sacré en fait, un endroit où on Mhm. célèbre aussi ce féminin. Et pendant que tu parlais, je me disais qu'elle est belle aussi, cette énergie féminine, et que c'est peut-être pour ça aussi que la maternité est un vrai challenge pour nous, les femmes, parce qu'on vit dans un monde où on nous a beaucoup appris à respecter l'énergie masculine. Marianne Williamson en parle beaucoup. On vit dans un monde où on nous a appris à nous battre. On est toujours en train de se battre pour quelque chose. Hein. Faut se battre pour perdre du poids, il faut se battre pour gagner de l'argent, il faut se battre pour prouver quelque chose, il faut se battre pour avoir raison, il faut se battre pour... Voilà, il y a toujours une raison de se battre. Et en fait, on a appris, voilà, à respecter la force du biceps, quoi. Cette énergie qui nous paraît la seule énergie, alors qu'en fait, c'est une énergie de type masculine. Alors, on a toutes les deux énergies masculines et féminines en nous, on a toutes et toutes besoin des deux. Mais quelle place pour l'énergie féminine? Et l'énergie féminine, Marianne Williamson va dire, c'est pas la force du biceps, c'est la force de l'aimant. Elle va dire, tu prends un petit aimant, si tu as des petites poussières de fer, tu sais, des tout petits Mhm. morceaux de métal comme ça qui traînent, tu peux essayer, bien sûr, avec ton doigt, de les ramasser une à une pour essayer de les aligner, ou alors tu peux prendre un aimant et zouk, ils vont les attirer. Et, euh, et voilà, cet hôtel, ce coin sacré, cette célébration du féminin, c'est c'est accepter d'être un petit peu moins dans le fer, c'est accepter, entre guillemets, de perdre du temps. Et c'est tellement dur quand on est maman, forcément, surtout de jeunes enfants qui ont voilà, on a une logistique familiale de dingue, l'heure tourne, il faut être à l'heure à l'école, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de machines à faire tourner, et puis en plus de ça, mince, mon couple, ça fait tellement longtemps qu'on n'a même pas fait l'amour, tout devient to-do list en fait. Mhm. Et quand on reconnecte à l'énergie féminine, on réalise qu'on peut se détendre, et on réalise que voilà, la fabulosité, c'est moins faire que juste être là Mhm. et être là avec soi-même. Et il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose de passif De et en réceptif. même temps, et de réceptif. De Ouais, réceptif, voilà, tout à ouais, fait. ouais. Le masculin, j'en parle beaucoup Mm, dans mon programme La Voix d'Athéna. Ça a été ma motivation première pour avoir créé ce programme. C'est d'aider les femmes à reconnecter avec leur féminin parce qu'effectivement, comme tu le dis très bien, on vit dans une société qui valorise beaucoup les forces du masculin. Et donc, c'est la force du pouvoir, de se battre, ouais. comme tu dis. C'est le fait d'aller de l'avant, c'est le fait d'obtenir des résultats, c'est le fait d'atteindre des objectifs. Et puis, c'est aussi
l'univers, c'est l'énergie de l'extérieur. Mmh. D'aller vers le monde, et puis aussi de qu'est-ce que les autres en pensent, de l'opinion des autres, du mental, des jugements. Tandis que la dimension du yin, du féminin, c'est le être, c'est la présence, c'est l'intuition, c'est Mmh. l'inspiration, c'est la connexion à la terre, la connexion au Mmh. tout. C'est cette capacité qu'on a de sentir ce qui est présent là, tout Mmh. de suite, maintenant. Mmh. Mmh. Et c'est vraiment une dimension qui est très riche, si on s'autorise la permission, d'aller l'explorer. Mais en effet, la Mmh. plus grosse difficulté pour s'autoriser à l'explorer, c'est de lâcher prise sur cette to-do list, hein, c'est de lâcher prise sur cette course à la montre et Mmh. de revoir nos priorités. Qu'est-ce qui va guider ma journée? C'est pas simple. C'est pas simple parce Mmh. qu'on vit un peu dans un étau avec cette pression de produire, d'accomplir, Mmh. de toutes ces Mmh. choses à faire et effectivement cette course après le temps qui passe. Ouais, ouais. Et à l'intérieur de ce féminin, il y a la maternité. La maternité n'est pas tout le féminin, mais à l'intérieur, il y a ce chapitre en fait de nos vies de femmes qui s'appelle la maternité. Et la maternité, elle vient. Je pense que c'est pour ça quelque part qu'elle est. Je sais pas si je peux dire qu'elle est aussi détestée, mais en tout cas qu'elle vient autant nous chercher, qu'elle Mmh. vient autant nous questionner et nous embêter en fait, parce qu'elle nous empêche d'accomplir. La maternité, c'est ben voilà, c'est recevoir en fait. C'est ce petit être humain qui vient à l'intérieur de ton corps, qui prend toute la place, qui prend l'espace physiquement, mais ensuite, pareil, dans ton agenda, dans tes journées. Et puis, du jour au lendemain, d'ailleurs, qui s'en va. Donc, il laisse toute cette place vide, qui te laisse toute seule avec ça. Et toute cette place que tu as faite, il faut trouver quoi en faire. Donc, voilà, la maternité, je trouve elle est particulièrement embêtante. Et en même temps, elle peut justement devenir une magnifique occasion, je trouve, de s'ouvrir à l'énergie féminine voilà, de la laisser grandir à l'intérieur de nous. Et de nous reconnecter avec la femme qui est en nous, quoi. Je ne suis pas en train de dire que la mère doit prendre toute la place. Bien au contraire, moi, je suis bien la première à m'être noyée dans mon rôle de mère. Mais justement, je me suis noyée dans mon rôle de mère parce qu'il était devenu très masculin. C'est-à-dire qu'il Pour les était mauvaises devenu raisons. Oui. très dans très dans l'effort et très peu dans l'être. Mmh. Mmh. Est-ce que tu peux nous parler du pouvoir thérapeutique de l'écriture? Donc toi, tu envoies ce mail tous les matins Mm. aux Fabuleuses, tu as écrit ce livre, hein, Que ta journée soit Mm. belle. Est-ce que tu peux nous parler de ça, du pouvoir thérapeutique de Mm. l'écriture? Ouais. Et l'écriture, c'est magique. Beaucoup de gens disent non, non, moi, c'est pas pour moi, je sais pas écrire. Je fais pas partie du club des écrivains d'élite. Et puis, on a toujours cette image du romancier américain qui écrit soit dans un café à New York, soit devant une grande baie vitrée en Californie avec les vagues de San Francisco derrière. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'écrivain qui n'a pas peur de la page blanche, parce que la page blanche, ce qu'elle représente, c'est aller voir nos dragons intérieurs et aller les regarder en face. L'écriture, en fait, c'est juste accepter, d'oser être présent avec ce qui est là aujourd'hui et de lui donner une voix, de lui donner un corps, en fait, via un mot, via une phrase, via une question, Et, euh, et en fait, l'écriture, c'est la thérapie la moins chère du monde, quoi. C'est le psy le moins cher du monde. Tu prends un cahier ou juste une feuille qui traîne par là, tu peux retourner un emballage, un crayon. Et John Piper dit qu'il y a des yeux dans les crayons et les stylos. Voilà, on ne Mmh. sait pas comment ça éclaire, on sait juste qu'il y a des yeux. Et C'est l'écriture ce que tu as mis en première page de ton livre, je Ouais, crois. de mon livre, ouais. Ouais, ouais. Et vraiment, l'écriture a été un des outils qui m'a permis de retrouver mon chemin quand j'étais perdue. C'est comme ça que sont nées Les Fabuleuses. C'est comme ça voilà, que ce livre, Que ta journée soit belle, est sorti. C'est tout simplement mon journal des 10 dernières années. Alors, je n'ai pas tout publié parce qu'il y a des choses quand même voilà. J'ai dit à mon mari, si un jour tu trouves mes carnets après ma mort, brûle-les
parce que j'ai quand même écrit beaucoup de choses là-dedans qui étaient mes états d'âme du moment. Et comme je suis une drama queen, il y a des trucs qui me font un peu honte quand même, mais c'est pas grave. Ouais, l'écriture, en fait, c'est un des cadeaux que j'ai appris à me faire chaque jour, sans chercher à analyser, juste d'écrire. Juste d'écrire ce que j'avais vécu aujourd'hui, d'écrire une scène. Et donc, l'écriture, elle nous donne du langage. Et comme elle nous donne du langage, elle ralentit le flot des pensées. Moi, je suis quelqu'un qui pense trop, qui pense beaucoup trop vite. Et l'écriture, juste parce que je suis obligée de former une phrase, déjà, je dois choisir des mots. Ensuite, je dois les mettre dans l'ordre en formant une phrase. Et en plus de ça, il faut que ça descende par mon bras jusque dans ma main pour graphiquement former des lettres, des mots. Du coup, ça ralentit le flot des pensées, ce qui est déjà quand même vraiment magique. Et en plus de ça, l'écriture, elle nous permet de relire notre histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, je sais pas, je dois avoir 10 ou 15 gros carnets comme ça qui ont été noircis. Et dès que j'en termine un, j'adore revenir en arrière et me dire ah ouais, quand même. Ah oui, là, j'ai parcouru du chemin. Ah oui, d'accord. Là, il y a quand même des recoupements qui se font. Tiens, cette situation, elle est quand même répétitive, c'est étonnant. Pourquoi est-ce que ça revient toujours? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à questionner? Voilà, elle a cette, J'ai elle a l'impression cette que puissance, l'écriture, de nous permettre de remettre les choses dans l'ordre. voilà, elle permet de poser les choses et après, elle peut nous faire le cadeau de donner du sens. Ouais. Parce qu'on arrive à voir avec un peu de recul, on arrive à voir et on arrive elle permet aussi peut-être un soulagement parce qu'on pose les choses et après ce soulagement, peut-être un détachement qui nous permet du coup de voir un peu, ce qu'on a écrit. Voilà, J'accompagne. sans trop s'identifier à ce qu'on a écrit. Oui, pardon. J'accompagne tous les ans un petit groupe d'auteurs, de personnes qui souhaitent écrire leur premier livre dans le cadre de mon mastermind. C'est parti, j'écris mon livre. Et il y a beaucoup de femmes qui décident d'écrire leur livre avec un désir de transmettre, un désir de partager à d'autres ce qu'elles ont à mettre dans leur livre, mais surtout un besoin d'écrire, un besoin de poser ce vécu, un besoin de poser cette compréhension, enfin, soit un vécu par des faits, des choses qui leur sont arrivées, ou aussi des choses qu'elles ont appris, qu'elles ont compris. Et elles ont envie de prendre le temps de les formuler, de prendre le temps de leur donner forme et d'organiser tout ça pour que ça fasse sens, pour qu'ensuite elles puissent prendre appui sur tout ce qu'elles ont accumulé et s'élever dans leur vie. Et donc, il y a en effet beaucoup d'entre elles, là, le groupe que j'accompagne, on est, au moment où on enregistre cet épisode, on est en fin d'année, on est en décembre, il sera diffusé en début d'année 2023, mais là, on enregistre cet épisode, toi et moi, fin décembre 2022. Et donc, on est à la fin de ce mastermind et les personnes donc, que j'ai accompagnées pendant 1 an à écrire ce livre, pendant 9 mois exactement, parce que le mastermind dure 9 mois, il faut 9 mois, ma compréhension, c'est que souvent, il faut 9 mois pour écrire un livre comme il faut 9 mois pour faire un bébé. Et donc voilà, elle témoigne à quel point c'est thérapeutique et à quel point elles doivent écrire ce livre. Au-delà des lecteurs, il y a quelque chose en elles qui est très, très puissant dans cette écriture. Super. C'est très beau. J'ai lu c'est un livre de Alison Fallon qui est coach en écriture. The Power of Writing It Down. Et elle raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Robert, qui écrivait beaucoup quand il était enfant dans son journal. Et en fait, ce Robert est un homme d'affaires à succès, sauf qu'au bout d'un moment, lui remonte un souvenir d'enfance qui chamboule tout et qui le fait sombrer. Voilà, il se souvient d'un abus et puis il n'arrive plus à gérer en fait toute la noirceur qui remonte. Et il décide de mettre fin à ses jours. Mais avant de partir, il faut qu'il laisse une lettre d'adieu. Et donc, il se dit, il faut que mes proches comprennent mon geste et donc je vais leur raconter mon histoire. Donc, il commence à écrire son histoire et puis, quand il met le point final, il change d'avis parce que finalement, le fait d'avoir raconté tout ça lui permet d'avoir, comme tu dis, de donner du sens à ce qu'il a vécu et lui redonne le courage de vivre et de s'appuyer sur le passé pour construire l'avenir. Et l'écriture, c'est magique pour ça. Super. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. J'avais plein de questions que je voulais te poser sur ton parcours entrepreneurial, mais en fait, je crois que je vais t'inviter une autre fois et on va faire Avec un podcast
Voilà, peut-être avec d'autres mamans entrepreneuses et on va parler de qu'est-ce que c'est de mener de front une entreprise quand on a aussi des enfants et comment on gère tout ça et comment on Avec arrive. grand plaisir. Ouais, c'est tout un autre sujet. Voilà, donc je pense qu'on va faire un autre épisode là-dessus. Par contre, j'avais envie de te poser, que tu me parles un petit peu de ton couple. Je sais que Mhm. souvent, les hommes sont souvent fustigés d'être responsables de l'épuisement. Ouais. Parce qu'ils en font pas assez, parce qu'ils aident Mm. pas, parce qu'ils sont pas à la hauteur et tout ça. Toi, tu as l'air de dire que ça n'a pas été le cas. Tu nous en as déjà un Non. petit peu parlé de ton couple. Ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses nous transmettre qu'est-ce que vous faites dans votre couple et qui marche. Qu'est-ce que Mm. tu pourrais donner peut-être comme conseil, ou je sais pas si c'est un conseil, mais un témoignage en tout cas. Mm. Qu'est-ce qui marche dans votre couple et qui te Ouais, ouais. permet, toi, d'être où tu en es aujourd'hui? Je dirais un mot qui est très simple, encore une fois, mais qui n'est pas du tout facile à mettre en pratique. C'est écouter. Voilà. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à écouter mon mari. Je lui coupe beaucoup la parole, mais je me soigne. Et je me suis rendu compte que c'était une très mauvaise idée parce que finalement, beaucoup de femmes en fait reprochent à leur mari d'être taiseux, de n'avoir rien à dire, de pas s'intéresser, de voilà. Mais très peu de femmes réalisent à quel point on peut décourager nos hommes de parler Et les en décourager de n'apprenant pas faire à des les choses. écouter Et les et décourager même de de faire faire des des choses. choses aussi. Mm. On les décourage de faire des choses parce que quand ils font des choses, c'est jamais comme on voudrait, C'est c'est vrai, jamais aussi c'est vrai. bien, c'est pas donc très souvent on leur coupe la chic quand ils disent quelque chose, quand ils font quelque chose, ils Ouais. sont pas à la hauteur. On ne sent pas à la hauteur. On a la critique facile, il faut le dire quand même, beaucoup d'entre nous, femmes, et donc forcément, ça leur donne pas trop envie de continuer à s'y mettre. Donc, écoute, une chose que je fais très régulièrement, ça peut paraître hyper froid et hyper mécanique, mais sincèrement, je pense que c'est la chose. Je vais le dire de manière un peu pompeuse, mais je pense que c'est la chose qui a sauvé notre couple. Parce que quand ça n'allait pas, voilà, bref, mon mari ne se sentait absolument pas écouté. Et donc, ce que j'ai décidé de faire pour vraiment l'écouter, c'est de m'obliger, quand il a fini une phrase, à compter dans ma tête en silence jusqu'à 10 avant de relancer la conversation. Mhm. C'est-à-dire vraiment de pas faire dérailler son train. C'est-à-dire, il était en train d'aller quelque part, sa phrase est finie. Moi, j'ai tout de suite envie de justifier tel truc, de me défendre sur tel truc, de critiquer ça ou de voilà. Et en fait, je m'oblige depuis plusieurs années à compter jusqu'à 10 dans ma tête. Un, deux, c'est hyper long, hein. 3, 4. Et le nombre de fois, c'est hallucinant, où en fait, au bout de 10 secondes, il a eu le temps de restructurer sa pensée et en fait, il n'avait pas tout à fait fini. Et il voulait aller encore un tout petit peu plus loin, il voulait préciser encore un petit peu plus, il voulait... Et en fait, j'ai découvert des choses sur mon mari que je ne connaissais pas. J'ai découvert que j'interprétais beaucoup de ses phrases, de ses réactions, de ses silences aussi, de ses désirs, de ses passions, ou, voilà, avec un filtre, tout simplement parce qu'il n'avait jamais le temps de dérouler sa pensée jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Écoutez. Ouais, j'adore. J'adore. Moi, j'ai un acronyme que j'utilise beaucoup en coaching parce que j'ai découvert en coaching la puissance du silence. Et moi aussi, je suis quelqu'un qui parle Mm. beaucoup, qui parle beaucoup, qui parle beaucoup. Et en fait, c'est très puissant quand je suis en session de coaching. Parfois, quand mon client parle, je dis rien. Et parfois, ils disent, mais Ouais. tu m'entends, la ligne a coupé? Je dis, non, la ligne n'a pas Non, coupé. non. Je me tais. Et j'utilise un acronyme, c'est WAIT, donc Ouais. W-A-I-T. Et donc, c'est Why am I talking? Wow. Génial. Génial. Et effectivement, il y a quelque chose de très, très puissant. Écoutez, c'est très, très riche et très précieux et très précis comme conseil. Merci beaucoup, Mm. Hélène. Mais Donc, je on va vais devoir... garder wait, hein. Je sens que ça va me piquer parce que très souvent, je pense que je parle pour rien, mais c'est pas grave. Merci. Je garde le wait. Super. Donc, on a déjà convenu que j'allais te réinviter au micro pour parler Avec grand d'entrepreneuriat. plaisir. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les auditrices peuvent te retrouver, te suivre et découvrir tout ce que tu Oui. fais? Eh ben, rendez-vous sur le site Fabuleuse au pluriel, au foyer.com. Fabuleuse parce qu'on l'est, mais on a tendance à penser qu'on ne l'est pas, ou en tout cas pas assez. Et puis au foyer,
non pas parce que ça s'adresse qu'aux femmes qui sont au foyer à 100%, mais parce que dans notre foyer, eh bien, il y a les gens qu'on aime le plus au monde, mais qui aussi nous poussent à bout le plus au monde. Et donc, voilà, parce qu'on veut parler de ce chapitre de nos vies de femmes. Et sur le site des Fabuleuses au foyer, vous trouverez comment vous inscrire au mail du matin, que j'envoie tous les matins à 6h, à toutes les mamans qui ont besoin d'une piqûre de rappel pour prendre soin d'elles pendant au moins 3 minutes par jour. Et je le conseille vivement parce que Hélène, tu as vraiment ce don d'avoir une écriture très douce, très rythmée, très agréable, très juste, très pertinente et très bienveillante et inclusive. Il y a vraiment quand tu t'adresses aux fabuleuses, tu t'adresses à toi, mais à chacune d'entre nous, à nous toutes en même temps et à chacune d'entre nous individuellement. Et c'est vraiment très rafraîchissant et on se sent à travers tes mots, on se sent vu, entendu, compris, accepté et donc ça fait beaucoup de bien. Donc je vous invite vraiment, vraiment à vous abonner au mail d'Hélène. Merci infiniment, Christine, pour ce retour qui me fait très plaisir et puis qui me donne du carburant pour continuer. Merci beaucoup, Christine. À très bientôt, Hélène. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à découvrir les 4 épisodes suivants. Épisode 20, intitulé « Femmes, je nous aime », un petit message que je vous adresse personnellement. Épisode 25, intitulé « Voir mon ado autrement » avec Florence Leroy. Épisode 84, intitulé « J'élève mon enfant du mieux que je peux » avec Isabelle Payot. Et enfin l'épisode 88, du burn-out au born-out avec Astrid Le Fur. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la newsletter Shine sur mon site christinelevicky.com/inscription. Tu pourras recevoir mes meilleurs conseils pour prendre le pouvoir sur ta vie et rayonner. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.